Bonjour. Alors, je pense qu'on partage tous un peu ce casse-tête, nous les formateurs. Comment s'assurer que ce qui est appris en formation, ça se transforme vraiment en compétences utiles sur le terrain? Et surtout quand les contextes évoluent, quand c'est incertain. C'est le fameux défi du transfert d'apprentissage. Aujourd'hui, justement, on va regarder de plus près une méthode qui semble prometteuse pour ça, la méthode PARMA. L'idée, c'est de décortiquer ensemble comment elle est pensée, étape par étape, pour favoriser ce transfert et l'adaptabilité. Oui, et pour faire ça, on s'est plongé dans différents documents. On a des concepts généraux sur le transfert, un guide pratique de Parma, et aussi une analyse des recherches scientifiques qui la sous-tendent, spécifiquement sur ce lien avec le transfert. D'accord. Donc l'objectif, c'est bien de voir comment chaque phase, perception, association, réflexion, mémorisation, action transformatrice, comment tout ça, preuve scientifique à l'appui, vise à rendre l'apprenant plus adaptable. On y va? Allons-y. Alors, PARMA, pour ces 5 étapes. C'est présenté comme une démarche, disons, universelle, dynamique, qui fait une synthèse de pas mal de recherches existantes. Et un point intéressant qui ressort, c'est sa compatibilité affichée avec différentes approches pédagogiques, juxtaposées, inductives, déductives, le storytelling, la ludopédagogie. Peu importe la manière, c'est la structure PARMA qui compte derrière, c'est ça? C'est l'idée, oui. La structure comme fil conducteur. Bon, alors commençons par le début. Le P, perception. Spontanément, on pense à recevoir une info. Mais Parma semble aller plus loin. Ah oui, bien plus loin. La perception ici, ce n'est pas juste une réception passive. Bien sûr, il faut s'assurer que l'info est bien captée, et sous différents angles, c'est important. Il faut aussi aider à trier, à prélever ce qui est pertinent. Mais, et c'est peut-être le plus crucial, cette étape invite vraiment à aller chercher ce que les apprenants ont déjà en tête. Leurs idées préconçues. Leur représentation, Exactement. leur préconception, leur représentation, et même leur état d'esprit en fait. Hmm, Est-ce qu'ils sont motivés? Est-ce qu'ils se sentent capables d'apprendre? Ce fameux sentiment d'efficacité personnelle. d'accord. Mais pourquoi insister là-dessus si tôt? En quoi c'est si important pour le transfert, au bout du compte? Parce que toutes les recherches le disent. Le transfert, c'est compliqué. Ça ne se fait pas par magie, hein. Si on ignore le point de départ mental de l'apprenant, on risque de bâtir sur du vide ou pire sur des fondations instables. Activer ce qui est déjà là, même si c'est un peu flou, même erroné, ça crée des points d'accroche. Et si c'est erroné? Justement, identifier une idée fausse ou une représentation qui limite, ça permet de la mettre sur la table, de la travailler. Sinon, elle risque de tout bloquer discrètement et d'empêcher le transfert plus tard. C'est vraiment préparer le terrain mental. Et ça, scientifiquement, ça se tient. Il y a des recherches derrière. Oui, oui, tout à fait. Plusieurs études convergent. Par exemple, Maness et Kinch ont montré qu'une info qui est légèrement en décalage avec ce qu'on sait déjà peut paradoxalement nous forcer à réfléchir plus profondément. Et ça crée une base plus solide pour réutiliser l'info plus tard. Ah oui, ça fait écho à l'idée de Parma, de questionner les préconceptions, de pas avoir peur de bousculer un peu. Exactement. Il y a aussi les travaux très connus de Bransford et Johnson sur l'importance d'avoir un indice comme un titre avant de lire un texte un peu ambigu. Ça montre bien qu'il faut activer le bon cadre mental au bon moment pour comprendre et mémoriser. D'où l'insistance de Parma sur le fait de clarifier l'objectif, l'utilité dès le début. Ça aide à créer ce cadre. Mhm. On peut aussi penser aux organisateurs avancés du Zobel, donner une vue d'ensemble avant d'entrer dans les détails, c'est un peu la même idée. Et puis bien sûr, le rôle de la motivation. Kunda et d'autres ont souligné son importance et Parma vérifie ça explicitement dans la phase P. D'accord, donc ce que je retiens pour nous formateurs, c'est vraiment cette première étape, ce n'est pas juste pour la forme. C'est un vrai travail de diagnostic et de préparation. Il faut creuser, questionner, mettre à jour ce que les apprenants pensent savoir, ce qu'ils croient. C'est vraiment la première clé pour espérer un transfert réussi. Ok, terrain préparé, on passe au A, l'association. Alors là, lier le nouveau à l'ancien, ça semble assez classique, non? Oui, c'est une base. Mais Parma ajoute une dimension importante. Il ne s'agit pas seulement de relier aux connaissances existantes, mais aussi d'arranger les nouvelles informations entre elles. Arranger entre elles, c'est-à-dire? C'est-à-dire trouver la structure interne, les liens logiques entre les nouveaux éléments, découvrir des régularités, des patterns, comme disent les sources, construire un premier niveau de sens cohérent avec les nouvelles infos. D'accord, et c'est ça qui aide au transfert, le fait de structurer. Tout à fait. L'association, dans ce sens, c'est vraiment tisser une toile de sens.
Relier au connu, c'est l'ancrage. Mais organiser le nouveau, c'est construire le cadre conceptuel. Et c'est ce cadre solide qui va permettre d'utiliser les connaissances plus tard, dans d'autres situations, hors du contexte initial d'apprentissage. Et Parma mentionne explicitement les analogies. Quel est leur rôle précis ici? Et sont vues comme un outil très puissant à ce stade. Pourquoi? Parce qu'une bonne analogie, ça aide à faire un saut. Ça aide à dépasser les détails de surface, les similarités apparentes, pour aller chercher la structure profonde, le principe abstrait qui est commun à deux situations qui n'ont peut-être rien à voir en apparence. Et c'est cette abstraction qui est clé pour le transfert. Exactement. Surtout pour le transfert dit lointain, quand on doit appliquer quelque chose dans un domaine assez différent. L'analogie force cette montée en abstraction. Même une question simple comme « à quoi ça vous fait penser ?» peut démarrer ce processus. Et là aussi, la recherche est assez riche. Les expériences de J qui est Holyoke, avec le problème de la tumeur et l'histoire du général qui attaque une forteresse. Ah oui, je vois. La radiothérapie. Voilà. Elles ont montré que ce qui est vraiment efficace, c'est pas juste de donner l'analogie, mais d'aider l'apprenant à extraire le schéma abstrait commun aux deux problèmes. Et Parma, en poussant à chercher les patterns et à utiliser des analogies, vise exactement ça. D'autres chercheurs, comme Catrambone, ont aussi montré que si on présente une procédure complexe, non pas comme une liste d'étapes, mais comme des blocs logiques avec des buts clairs pour chaque bloc, Ça aide à l'adapter si le problème change un peu. précisément. Ça rejoint cette idée d'arranger les informations pour en faire ressortir la structure signifiante. Et puis, il y a des théories, comme celle du double codage de Pavio, qui suggèrent qu'on mémorise mieux si on traite l'info de plusieurs manières, par exemple visuellement et verbalement. L'association, en créant des liens multiples, c'est une forme d'élaboration qui renforce la mémorisation et la compréhension. Ok, donc le message pour les formateurs ici, c'est ne vous contentez pas de livrer l'information, il faut vraiment guider activement la création des liens. Utilisez des questions, des comparaisons, des schémas et bien sûr des analogies bien choisies pour aider les apprenants à bâtir leur propre réseau de sens. C'est ce réseau qui rendra le savoir transportable. Bien, on a perçu, on a associé. Arrive le R, la réflexion. Là, les mots utilisés sont forts. Métacognition, pensée critique, évaluation. Ça monte d'un cran, on dirait. Oui, on entre dans une phase plus profonde. La réflexion, c'est l'étape où l'on prend du recul critique sur ce qu'on a compris et associé. Ce n'est plus seulement « j'ai compris », c'est « comment j'ai compris ». Est-ce que c'est solide? Quelles sont les limites? On parle de métacognition, penser sur sa propre pensée, d'évaluer la validité, de critiquer, de formuler des hypothèses, d'anticiper les erreurs, de contrôler sa démarche. Cette capacité à s'auto-observer en train de penser, pourquoi est-ce si déterminant pour le transfert et l'adaptabilité? On pourrait se dire qu'une fois qu'on a bien compris et bien associé, le travail est fait. C'est une bonne question. En fait, c'est la métacognition qui fait le pont vers l'autonomie et l'adaptation. Savoir comment on apprend, être capable d'évaluer si on a vraiment compris ou pas, connaître les stratégies qui marchent pour soi. Tout ça, ça permet de ne pas être démuni face à l'inconnu. Si la situation change et que ce qu'on a appris ne marche plus tel quel, la capacité réflexive permet d'analyser pourquoi, d'ajuster sa stratégie, d'essayer autre chose de manière informée. C'est ce qui permet de passer de l'application un peu mécanique à une adaptation plus intelligente, plus flexible. Exactement. Le transfert, surtout le transfert lointain, celui qui demande de la créativité pour résoudre des problèmes nouveaux, eh bien, il dépend énormément de ses compétences métacognitives. Savoir quand et comment utiliser ce qu'on sait et savoir quoi faire quand ça ne marche pas. Et la recherche confirme ça. Par exemple, l'effet d'auto-explication. Shi et ses collègues ont montré que les apprenants qui prennent le temps de s'expliquer à eux-mêmes ce qu'ils sont en train d'apprendre avec leurs propres mots, Ils comprennent mieux. oui, ils comprennent mieux et surtout ils transfèrent mieux leurs connaissances, que ce soit à des problèmes similaires ou même assez différents. C'est une forme de réflexion active en cours d'apprentissage. Et les activités que Parma propose pour la réflexion, justifier son raisonnement, évaluer différentes solutions, trouver les limites d'une méthode, etc., eh bien, elles visent directement à stimuler ce genre de processus métacognitif. D'autres travaux, comme ceux de Davidson et Sternberg sur la résolution de problèmes, mettent aussi en avant le rôle crucial de la métacognition. La planification, le suivi de sa propre démarche, l'évaluation des résultats. On voit aussi l'expérience de Wasson sur le test d'hypothèse qui illustre bien l'importance de ces compétences critiques visées par la réflexion.
Tout à fait. Ce qui me marque là, c'est que ça implique une posture différente pour le formateur. On n'est plus juste un transmetteur de savoir. On devient un cultivateur de pensée critique, un entraîneur à l'auto-évaluation. C'est sans doute plus exigeant à mettre en œuvre, mais j'imagine que les bénéfices à long terme sont importants. Bon, alors on a perçu, associé, réfléchi. Maintenant, il faut que ça tienne. La mémorisation, le M. Mais attention, Parma ne parle pas juste de retenir. Il y a des nuances, consolidation, automatisation, et un accent particulier sur la flexibilité. Pourquoi cette distinction? Oui, c'est une distinction clé, parce que toutes les formes de mémoire ne servent pas le transfert de la même manière. La consolidation, c'est la base, s'assurer que l'info est bien stockée, qu'on peut la retrouver facilement. C'est l'ancrage. L'automatisation, c'est différent. C'est rendre certaines procédures, certaines connaissances, tellement fluides, tellement rapides, qu'elles ne demandent quasiment plus d'effort mental conscient. Ce qui libère de l'espace mental pour autre chose. Exactement. Ça réduit la charge cognitive. C'est très utile pour des tâches complexes où il faut gérer beaucoup d'informations en même temps. Mais il y a un risque. La rigidité. Voilà. Le risque de l'automatisation, c'est de devenir rigide, de répéter la même chose même quand le contexte a changé et qu'il faudrait faire autrement. Et c'est là qu'intervient la flexibilité de la mémoire. Pour éviter de devenir un automate. C'est exactement ça. La flexibilité, c'est la capacité à utiliser ses connaissances non pas comme des blocs figés, mais comme des ressources qu'on peut adapter, combiner différemment, modifier en fonction des besoins de la situation. C'est pouvoir sortir de la routine quand c'est nécessaire. C'est cette flexibilité qui est cruciale pour l'adaptabilité, pour pouvoir répondre à des situations imprévues ou nouvelles. Fascinant. Et comment on la développe, cette mémoire flexible? La science nous éclaire là-dessus. Oui, et c'est là qu'on trouve des choses parfois un peu contre-intuitives. Un concept clé, c'est la variabilité de la pratique. Pace et von Merienbourg, entre autres, ont montré que s'entraîner dans des conditions variées, avec des exemples différents, Même si c'est plus difficile au début? oui, même si ça rend l'apprentissage initial un peu plus ardu, ça conduit à une connaissance beaucoup plus robuste et plus facilement transférable que de répéter toujours la même chose à l'identique. C'est au cœur de l'objectif de flexibilité de Parma. Il y a aussi le concept de difficulté désirable de Robert Bjork. L'idée, c'est que certaines stratégies qui rendent l'apprentissage plus difficile sur le moment, Attendez, plus difficile? Comment ça? ben oui. Par exemple, espacer les révisions dans le temps plutôt que de tout faire d'un coup. Ou alors, mélanger différents types de problèmes au lieu de les faire par bloc thématique. Ou encore, se tester fréquemment soi-même au lieu de juste relire ses notes. Et ça améliore le résultat final? C'est paradoxal. On a tendance à vouloir tout simplifier pour les apprenants. C'est le paradoxe, oui. Trop faciliter les choses au moment de l'apprentissage peut donner une illusion de maîtrise rapide, mais la connaissance reste fragile, superficielle et peu flexible. Introduire ces difficultés désirables, ça force le cerveau à fournir plus d'efforts, à traiter l'information plus profondément, à créer des chemins d'accès plus variés. Et au final, la rétention à long terme et la capacité de transfert sont bien meilleures. C'est incroyable. Et les techniques de Parma pour la mémorisation flexible s'inspirent de ça? Oui, clairement. Quand Parma suggère de modifier l'ordre des étapes, d'ajouter ou retirer des éléments, de varier les contextes de pratique, de transposer, ce sont des manières d'introduire cette variabilité et ces difficultés désirables. Il y a aussi l'idée du traitement approprié au transfert. Il faut s'entraîner d'une manière qui corresponde à la façon dont on devra utiliser la compétence plus tard. Si on vise la flexibilité, il faut s'entraîner à être flexible. D'où l'intérêt d'avoir ces 3 objectifs clairs pour la mémorisation. Consolidation, automatisation, flexibilité. Pour choisir la bonne stratégie en fonction du but. Exactement. On n'entraîne pas de la même manière si on veut juste une connaissance solide, une procédure rapide ou une capacité d'adaptation. C'est une vision très stratégique de la mémorisation en fait, loin du simple stockage. Le formateur doit vraiment concevoir consciemment comment il veut que les apprenants mémorisent en fonction de l'usage futur visé. Et on arrive au dernier A. Action transformatrice. Rien que le nom, ça sonne comme l'aboutissement, non? On passe de l'apprentissage à l'action créative. C'est l'objectif ultime affiché, oui. L'action transformatrice, ici, elle vise le sommet de la pyramide du transfert, le transfert créatif. Ce n'est plus seulement appliquer ce qu'on a appris, même de façon adaptée. C'est utiliser ses connaissances et compétences comme un tremplin pour innover, pour générer du nouveau, pour résoudre des problèmes vraiment complexes, inédits, non routiniers. Les sources parlent de problèmes qu'une, complexes, unfamiliar, non familiers, non routine. Donc,
concrètement, ça veut dire amener les apprenants à être capables d'inventer des solutions, de tester des choses, de se corriger, d'avoir une pensée systémique, de gérer l'imprévu. C'est presque former des innovateurs. C'est un peu l'ambition, oui, que la formation ne soit pas une fin en soi, mais qu'elle prépare réellement à agir et à créer dans des contextes futurs, qui seront peut-être très différents. Ça rejoint très directement un concept important en recherche, qui est la préparation à l'apprentissage futur, ou PAF. PF. C'est-à-dire, L'idée de la PAF, développée notamment par Schwartz, Bransford et Sears, c'est qu'une bonne formation ne devrait pas être évaluée seulement sur la capacité à réussir un test qui ressemble à ce qui a été enseigné. La vraie mesure, c'est est-ce que cette formation a préparé l'apprenant à continuer d'apprendre efficacement dans ce domaine et à résoudre des problèmes nouveaux qu'il n'a jamais vus avant. Ah oui, je vois. C'est une perspective très différente de l'évaluation classique. tout à fait. Et l'action transformatrice de Parma s'aligne parfaitement sur cet objectif de PAF, développer la capacité à apprendre de l'avenir et à innover. D'ailleurs, des recherches, par exemple celle de Clement sur la génération d'analogies nouvelles par transformation mentale, montrent bien ce potentiel créatif. Ou encore les travaux de Gooding sur le rôle de l'expérimentation, même un peu tâtonnante, dans la découverte scientifique. Les activités proposées par Parma dans cette dernière phase, comme inventer de nouveaux problèmes, transposer un concept à un domaine complètement différent, ou même enseigner ce qu'on a appris à d'autres, sont conçues pour stimuler ces processus créatifs et adaptatifs. Le message final est fort alors. L'objectif ultime, ce n'est pas seulement la maîtrise d'une tâche définie aujourd'hui, c'est de développer la capacité à innover, à s'adapter et à résoudre les problèmes de demain, ceux qu'on ne peut même pas encore imaginer. Eh bien, on a fait le tour complet de Parma, de la perception initiale qui ancre l'apprentissage dans le vécu de l'apprenant jusqu'à cette action transformatrice qui vise l'innovation. Ce qui est frappant, c'est de voir comment chaque étape semble construite sur la précédente en intégrant des principes issus de la recherche, avec toujours en filigrane cette préoccupation pour le transfert et l'adaptabilité. Oui, et ce que montre une approche structurée comme Parma, c'est que le transfert d'apprentissage, ce n'est pas une question de chance ou de magie. C'est vraiment le résultat d'une ingénierie pédagogique réfléchie, intentionnelle. En décomposant le processus, en ciblant explicitement des mécanismes comme l'activation des savoirs, la construction du sens, la métacognition, la flexibilité de la mémoire et l'action créative, eh bien on se donne des outils concrets pour concevoir des formations qui visent cette adaptabilité. Et on sait combien elle est cruciale aujourd'hui. Tout à fait. Et pour finir, peut-être une question pour prolonger la réflexion. Une des sources évoquées, une possible diminution des capacités métacognitives chez les apprenants actuels, peut-être liée à nos environnements très organisés, très numérisés, qui nous assistent beaucoup. Si c'est vrai, est-ce que ça ne voudrait pas dire que cette phase de réflexion, apprendre à penser sur sa propre pensée, elle devient encore plus critique, peut-être même la priorité absolue de nos formations? Plus juste une bonne pratique, mais vraiment une nécessité vitale pour équiper les professionnels à naviguer dans l'incertitude ambiante. Qu'en pensez-vous? C'est une excellente question, très pertinente. Elle ouvre effectivement la porte à d'autres discussions sur l'évolution de nos pratiques. En tout cas, les éléments qu'on a parcourus aujourd'hui sont bien issus de cette analyse des documents sur Parma et ses fondements scientifiques liés au transfert.